La vérité en face. Et c'est la vérité en face ce matin, face au troisième grand bouleversement occidental du 21e siècle, le grand vieillissement. Et c'est l'économiste ce matin, Maxime Sbaï, qui est avec nous. Bonjour. Merci d'être avec nous avec ce livre qui porte ce nom, Le grand vieillissement, aux éditions de l'Observatoire. Oui, et c'est bien le sujet en fait du moment, peut-être de notre société, quoi. Et on ferme les yeux. C'est ce que vous dites un peu dans ce livre, avec, je trouve en fait une bonne entrée en matière. Vous dites, les Français, quand on se regarde dans le miroir, on voit qu'on a pris parfois un coup de vieux. Et là, c'est vrai, on ne regarde peut-être pas suffisamment ce miroir et la façon dont on a pris un coup de vieux en fait en France aujourd'hui, non ? Oui, effectivement, on ne se regarde pas dans le miroir démographique. Ce qu'il faut regarder, c'est la démographie française. On en parle très rarement parce que la démographie, c'est quelque chose qui est très long, très profond. Ça fait pas l'ouverture des journaux télévisés. Et pourtant, c'est ce qui va conditionner toutes nos modèles sociaux, la croissance, les relations entre les générations. Ce qui se passe aujourd'hui en France, c'est qu'on n'a jamais été aussi vieux. Comme on regarde la population française. Alors en Europe aussi, l'Europe est le vieux continent, n'a jamais aussi bien porté son nom. Je vous rappelle que les prévisions disent qu'en 2027, l'Europe va commencer à perdre de la population. On est le premier continent à vivre ça. Et donc la France est un pays vieillissant dans un continent vieillissant. Aujourd'hui, quand vous regardez la pyramide des âges en France, elle n'a plus rien de pyramidal. On devrait arrêter de dire pyramide des âges d'ailleurs. C'est devenu une espèce de cylindre. Et en fait, ce qui se passe, c'est que toute la génération du baby boom, donc ces 24 millions de personnes qui sont nées à la sortie de la guerre entre 46 et 74, qui ont fait toute la jeunesse de la France pendant les 30 glorieuses, le rebond nataliste à cette époque-là, et cette bosse démographique, elle a vieilli. Aujourd'hui, elle est à la retraite. Elle approche l'âge de la dépendance. Elle profite un peu de ce qu'elle a construit aussi, quoi. Alors après, oui, bien sûr, cette Seconde Guerre mondiale, quoi. Bien sûr, elle a participé. Là, j'imagine les auditeurs qui vous entendent derrière, qui disent oui, mais attendez, on n'est pas des profiteurs en tant que tels. Non, bien sûr. Ils ont récompensé un peu. Ils ont vécu une période effectivement où alors faste. Ils ont traversé les 30 glorieuses. C'est quand même une génération, puisqu'on parle des boomers. Alors on pourra peut-être revenir sur le terme exactement, mais c'est quand même une génération qui a eu un destin exceptionnel, qui a connu les 30 glorieuses, qui aujourd'hui est à la retraite, connaît pour la première fois, c'est la première génération qui connaît les retraites généreuses, 25 ans d'espérance de vie à la retraite, un statut, le loisir, les progrès médicaux qui font que vous vivez de plus en plus longtemps. Ça, leurs parents et leurs grands-parents n'ont jamais osé rêver d'une telle retraite. Il y a une statistique qui est assez intéressante et que vous mettez aussi un petit graphique. Il y a une quarantaine d'années, à l'âge de départ à la retraite, c'était l'âge moyen aussi de décès, en fait, quasiment. Oui, c'était plutôt pratique. 17 ans en moyenne. Effectivement, on a gagné sur les 60 dernières années à peu près 3 mois d'espérance de vie par an, ce qui est énorme, ce qui n'a jamais été vu là non plus dans l'histoire de l'humanité. Et effectivement, la sortie de la guerre dans les années 40-50, vous partiez à la retraite à 65-66 ans, donc beaucoup plus tard qu'aujourd'hui, mais l'espérance de vie était à 67-68 ans. Donc en fait, vous restiez 2-3 ans à la retraite, et puis après, vous partiez de ce monde. Aujourd'hui, vous arrivez à la retraite beaucoup plus tôt, c'est en moyenne 62 ans, et l'espérance de vie, elle a 80-85 ans, et donc la retraite, c'est devenu une troisième vie qu'il faut financer, et tout le problème, il est là, c'est-à-dire qu'en fait, ce ne sont pas les retraités qui financent ça, puisque eux ont cotisé à l'époque pour les peu de retraités qu'il y avait. Aujourd'hui, nous cotisons pour les retraités. C'est faux dans le débat des retraites de dire que vous cotisez pour votre retraite. Vous cotisez pour la retraite des retraités d'aujourd'hui. Or, les retraités d'aujourd'hui, quand ils cotisaient, il y avait très peu de retraités qui vivaient très peu longtemps et avec des pensions 4 millions à l'époque et 17 millions aujourd'hui, c'est ce que je disais. Oui, 4 millions en 75. Dans les années 75, 4 millions. Aujourd'hui, on a 17 millions et on va arriver à 23 millions d'ici 2050. Là, on n'a jamais connu autant de retraités qui vivent aussi longtemps. Donc, on a un double 23 millions, on aura plus de retraités que d'actifs. Alors, non, pas tout à fait, mais en tout cas, la population d'actifs rapportée à la population des inactifs, les retraités, d'un point de vue économique, en fait, elle baisse. C'est-à-dire qu'on a de moins en moins d'actifs pour financer de plus en plus d'inactifs. On avait à peu près 5 actifs pour financer un retraité dans les années 70. Aujourd'hui, on tourne à 1-2 actifs pour un retraité. Et donc, c'est-à-dire qu'en fait, le financement, il est beaucoup plus lourd pour les actifs d'aujourd'hui. Ça repose sur leurs épaules. Et ils doivent faire ça comment ? Par des taux de cotisation records, par une dette sociale et une dette publique qui battent aussi des records. Alors, à quel moment, une question en 2 temps, Maxime Sbaï, à quel moment il aurait fallu s'en inquiéter ? Est-ce que c'était il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans ? Et surtout aujourd'hui, est-ce que c'est trop tard ? Alors c'est une très bonne question. Il y en a qui s'en sont inquiétés, notamment je cite dans le livre le rapport Larocque de 62, ou alors Michel Rocard aussi, qui avait été très vocal là-dessus, qui a beaucoup d'avertissements dans ses ouvrages, dans ses discours, en disant attention, la démographie évolue, on voit cette bosse des boomers arriver, il va falloir s'y préparer parce que ça va être trop tard. Et il n'a pas été entendu. Le temps démographique n'est pas le temps politique, et donc aujourd'hui on se retrouve effectivement au mur démographique. Est-ce que c'est trop tard ? Non, je ne pense pas qu'il soit
soit trop tard. Je pense qu'il y a des solutions à prendre, mais il va falloir agir rapidement et radicalement, parce que sinon on va être complètement plombé par ce vieillissement démographique qui commence à nous coûter très très cher, et notamment pour les nouvelles générations. Mais c'est quoi radicalement? Ça veut dire quoi? Alors moi je propose. Ça veut dire que c'est plus dans du côté de Macron dans la retraite à 64 ou 65 ans? Alors on est au-delà de ça. Je pense que alors déjà tous nos voisins ont compris qu'il fallait faire évoluer l'âge de départ à la retraite avec l'espérance de vie. Il n'y a qu'en France où on croit encore qu'on peut échapper à ça. C'est faux. Si vous voulez financer les retraites, il faut travailler plus longtemps puisqu'on vit plus longtemps. Ça c'est quand même du bon sens. L'Allemagne l'a compris, le Royaume-Uni l'a compris, l'Italie aussi qui est dans une période démographique compliquée, plus compliquée que la France. Nous on est encore à savoir est-ce qu'il faut rabaisser l'âge de départ à la retraite. Donc on est à des années-lumière de ce qu'il faut faire. Moi je pense surtout, alors il y a plein de mesures à prendre, mais il faut rééquilibrer les efforts entre les retraités et les actifs, parce que ce ne sont pas que les actifs qui doivent participer à ce financement-là. Le fardeau démographique, il doit être partagé par tous. Il n'y a aucune raison pour que ce soit les jeunes qui soient les seuls à payer pour ça. Ouais, allez, on va continuer à en parler dans un instant. Vous pouvez aussi poser toutes vos questions. 0826 300 300. Les écarts se creusent entre les plus riches, les plus pauvres, et aussi entre les générations, c'est-à-dire ceux qui sont plus âgés, qui peuvent avoir un patrimoine. Mais c'est pas le cas de tous. Il y en a qui ont beaucoup de difficultés, qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts aujourd'hui, avec des petites retraites entre 900 et 1200 euros aujourd'hui, compte tenu aussi de l'évolution des prix et notamment de l'immobilier. Toutes vos réflexions et puis les solutions, c'est ce qu'on a évoqué. Est-ce que c'est vraiment la seule solution? Est-ce que c'est juste de payer pour l'âge de départ à la retraite? Est-ce qu'il n'y aura pas d'autres solutions que celle-ci, parce que ça a du mal quand même à passer en fait auprès de beaucoup. Allez, 0826 300 300. Maxime Zbahi est avec nous. La vérité en face. Et la vérité en face au grand vieillissement de la population française et au-delà de ça de l'Europe. Avec nous pour en parler, Maxime Zbahi est avec nous, économiste et auteur de ce livre, Le grand vieillissement, aux éditions de l'Observatoire. Oui, est-ce qu'il y a un grand clivage dans les générations aujourd'hui? On dit par exemple qu'à la présidentielle, grosso modo, ce sont les plus âgés qui ont voté pour Emmanuel Macron pour préserver un peu en fait des acquis, alors qu'ils peuvent être considérés comme des privilèges pour certains, et puis les plus jeunes qui vont vers les autres, vers Marine Le Pen ou vers Jean-Luc Mélenchon, qui paradoxalement, eux, proposent la retraite quand même à 60 ans. Quoi, oui, alors il y a effectivement un fossé dans les urnes, on l'a vu. Effectivement, les plus âgés se sont reportés vers Emmanuel Macron. Les plus jeunes, alors on dit que c'est Mélenchon ou Le Pen, mais en fait, quand vous regardez la totalité des tranches d'âge, les moins de 30 ans, vous avez quand même à peu près la moitié des jeunes qui ne sont pas allés voter. Et parmi ceux qui sont allés voter, ils sont majoritairement allés voter Jean-Luc Mélenchon ou Marine Le Pen. Donc c'est surtout l'abstention ou la radicalité. Le vrai problème aujourd'hui, c'est que dans l'électorat, quand vous regardez la composition de l'électorat, il a aussi énormément vieilli. Et donc, c'est la première fois dans l'histoire de France que les plus de 50 ans sont en majorité absolue dans l'électorat. Si vous regardez les moins de 30 ans, ils font 17% de l'électorat aujourd'hui. C'est-à-dire que vous avez un rapport de 1 à 3. C'est 3 fois plus rentable pour un politique d'aller parler aux plus de 50 ans que d'aller parler à des jeunes qui sont en minorité et qui, en plus, boudent les urnes. C'est ça. Alors, quelles pourraient être les solutions? Parce que, c'est vrai, il y a le débat, et là, je pense que ça va nous occuper encore pendant des mois, probablement, à la rentrée, sur l'âge de départ, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Est-ce que c'est la seule solution de retarder l'âge de départ à la retraite? Alors moi je pense que c'est quelque chose d'absolument indispensable. Tous les autres pays l'ont compris et nous on est encore complètement en retard là-dessus. Je pense qu'il faut revoir le système de retraite parce qu'il empêche certains retraités de pouvoir reprendre des activités. Le cumul emploi-retraite, il est très mal fait. Si un retraité veut travailler dans un secteur qui est différent de celui dans lequel il a cotisé toute sa vie, vous risquez de perdre vos droits. Donc en fait c'est complètement désincitatif, ce qui est très très bête. C'est vrai. Par exemple, il y a une crise des enseignants en fait aujourd'hui. Il y a des enseignants qui sont mis obligatoirement en retraite et qui veulent continuer mais ils ne peuvent pas. Oui, c'est bloqué par un système d'une usine à gaz. C'est devenu quelque chose de complètement aberrant. Donc ça c'est un premier point. Je pense qu'il faut reculer l'âge de départ à la retraite et revoir tout le système aussi de retraite. Il faut faire participer les retraités aux efforts de financement parce qu'on peut pas simplement à chaque fois dire on va cotiser plus par les actifs et grossir encore plus la dette publique. Et je pense que cet effort, il y a des retraités qui ont du mal aussi. Alors il y a des retraités qui ont du mal. Bien sûr. Mais quand vous regardez quand même les taux de pauvreté et les niveaux de vie, le taux de pauvreté le plus bas chez les plus jeunes et le plus élevé chez les plus jeunes, excusez-moi, et le plus bas chez les retraités. Et les niveaux de vie, c'est pareil. La France, c'est une anomalie. C'est la première fois, là aussi, que le niveau de vie en moyenne, je parle bien sûr en moyenne, des retraités est supérieur à l'ensemble de la population. C'est jamais arrivé avant. Avant, le pauvre était un retraité en fin de vie. Aujourd'hui, c'est un jeune face à l'avenir. Et là, il y a eu une espèce de renversement sur les 60 dernières années qui, moi, je trouve assez aberrant et pas très optimiste
optimiste pour l'avenir. Non, mais c'est vrai. Et d'ailleurs, quand il y a beaucoup de campagnes de publicité, de promotion dans les médias, etc., on pense toujours ménagère de moins de 50 ans. Sauf qu'en fait, le plus grand pouvoir d'achat, il n'est pas aujourd'hui. C'est la ménagère de moins de 50 ans, il est chez les autres. Donc je pense qu'il y a collectivement, les retraités ont les moyens, je dis bien collectivement, de le faire. Pour les retraités pauvres, ils existent, bien sûr. Ils sont quand même protégés par le minimum vieillesse, qui est aujourd'hui supérieur à 900 €, que vous ayez cotisé ou pas. Tandis que quand vous êtes jeune et que vous avez moins de 25 ans, vous n'avez même pas le droit au RSA. Et ça, on l'a vu pendant la crise Covid. Moi, j'ai écrit ce livre parce que j'ai été frappé de voir les images de jeunes étudiants faire la queue pour manger à leur faim, pour récupérer des colis alimentaires dans la 7e puissance économique mondiale. C'est quand même quelque chose d'assez scandaleux. Et donc, en fait, le filet de sécurité est très mal fait pour les jeunes et il est très protecteur pour les plus âgés. Tant mieux, ça a permis de quasiment éradiquer la pauvreté chez les retraités. Mais je pense qu'il faut rééquilibrer ça parce que la jeunesse, aussi bien que la vieillesse, sont des âges fragiles de la vie qui doivent être protégés par notre système. Il y a un autre sujet aussi qui est très important, c'est le patrimoine. Le patrimoine a beaucoup évolué avec les âges. Les boomers ont profité d'un accès au logement très facile, très rapide. À l'époque où vous achetez à Paris à 1 200 € le mètre carré, aujourd'hui c'est 12 000 €. Et donc ils sont très dotés en patrimoine. Paris, ça, attendez, à Paris, parce que la moyenne en France c'est 3 500 €. Mais dans toutes les grandes villes, le pouvoir d'achat immobilier des jeunes a baissé, parce qu'il y a de la métropolisation et il y a aussi le vieillissement de la population qui joue. Et donc aujourd'hui, l'âge de l'héritage en fait a énormément évolué. Vous héritez à 50-55 ans aujourd'hui. Il y a des retraités qui héritent de retraités. Et ça, c'est très différent d'il y a 50 ans. Vous avez une courroie de transmission patrimoniale. Vous héritiez à 30-35 ans, en début de carrière, en début de vie active. Ça vous donnait un coup de pouce et ça permettait de rééquilibrer, si vous voulez, les répartitions des richesses et du patrimoine dans les plus âgés. Il faudrait mettre des mécanismes en place pour que la transmission se fasse plus tôt. Alors, comme disent certains, c'est-à-dire taxer en fait au cours davantage aussi lors de la transmission. Alors moi, je propose deux choses. Premièrement, je pense qu'il faut mettre en place ce qu'on appelle un compte patrimonial, c'est-à-dire que chacun a son propre compte patrimonial dans lequel vous pouvez recevoir des donations, des héritages. La fiscalité repose plus sur le donataire, mais sur le donateur. Et aussi, je pense qu'il faut complètement arrêter la réserve héréditaire. La réserve héréditaire, c'est une disposition de la loi qui vous oblige, c'est l'État qui vous oblige à votre mort à donner la quasi-intégralité de votre patrimoine à vos enfants. Donc c'est un gros outil de reproduction sociale. Je pense que ça, il faut faire sauter ce verrou pour permettre aux gens qui veulent de donner à leurs petits-enfants, à leurs arrière-petits-enfants, aux petits-neveux. Ça, vous pouvez le faire de votre vivant. C'est extrêmement compliqué parce que la réserve héréditaire vous empêche de le faire et parce que c'est aussi d'ailleurs ce qui explique que la France n'est pas un pays très philanthropique parce que ce que fait Bill Gates ou Warren Buffett de donner 99% de leur fortune à leur mort, c'est interdit en France par la loi. À cause de la réserve héréditaire. Déshériter ses enfants. On ne peut pas sauter des générations du coup. Et ça, le problème aujourd'hui, c'est qu'il faudrait sauter des générations pour que ce patrimoine accumulé des boomers, les plus de 60 ans... Il y a des possibilités de transmission, de donation quand même. C'est très limité. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de le faire. Vous devez remplir des papiers, vous devez aller voir un notaire, ça dure des années. Vous êtes en France. On est en France. Donc ça, je pense que c'est... feuilles administratives. C'est très important de faire sauter ce verrou-là. Aujourd'hui, les plus de 60 ans ont 60% du patrimoine financier et 60% du patrimoine non financier. Donc le patrimoine est concentré chez les plus âgés. Il faut trouver des mécanismes pour qu'ils puissent couler, on va dire, pour qu'ils puissent profiter aussi aux plus jeunes. Il y a beaucoup de retraités, beaucoup de grands-parents, de parents qui ont envie aujourd'hui de donner un coup de pouce à leurs enfants et petits-enfants, mais qui le sont empêchés par la loi. Est-ce que, puisque vous avez étudié parfaitement cette question, et là, évidemment, c'est sur la France, ce grand vieillissement, est-ce qu'il y a un exemple dans le monde entier que l'on pourrait suivre? Alors, il y a un contre-exemple. Un contre-exemple, c'est le Japon. Le Japon, c'est un pays très très vieux. Je vous rappelle qu'au Japon, aujourd'hui, il y a plus de couches d'incontinence qui sont vendues que de couches pour bébés. C'est un pays qui est vraiment extrêmement avancé dans le vieillissement, qui va mal. C'est un pays qui est en déflation. C'est un pays où la croissance est anémique. Les jeunes souffrent d'un phénomène appelé hikikomori, de société, d'anxiété sociétale. Et c'est un pays, je vous rappelle, dans les années 90, on présentait le Japon comme un modèle économique à suivre. Aujourd'hui, plus personne n'en parle. Vous avez remarqué. Donc le Japon est en train de souffrir de ce grand vieillissement. Il y a des pays comme l'Allemagne, par exemple, qui eux aussi vieillissent, mais qui ont choisi d'autres pistes. Eux, ils ont fait appel à l'immigration massive. C'est pour ça qu'ils ont accueilli en 2015 800 000 réfugiés. Et eux, ils ont mieux équilibré les rapports entre les actifs et les retraités. C'est-à-dire que les actifs cotisent moins que chez nous et les retraités ont un niveau de vie qui est plutôt inférieur ou égal aux actifs. Mais en Allemagne, le tableau n'est pas toujours aussi rose parce qu'il y a quand même des retraités qui avaient et des gens qui, à 65 ans, 70 ans, étaient obligés de reprendre justement des petits boulots pour
pour boucler leur fin de mois. Oui, alors en Allemagne, ils sont en train un peu de revenir là-dessus et afin de faire ce qui s'appelle la Grundrente, donc une retraite minimale aussi qui n'existait pas. Ouais. Mais si vous voulez, vous avez un coût du travail qui est inférieur en Allemagne aussi parce que les cotisations sont plus basses. Et donc pour les entreprises et pour les actifs, vous avez plus de pouvoir d'achat, vous avez un coût du travail qui est inférieur. Ça explique aussi les différences de performance économique entre la France et l'Allemagne. Mais c'est aussi ça le problème, c'est la ligne directrice finalement, c'est l'emploi. C'est l'emploi que les jeunes ne trouvent pas, c'est l'emploi que les seniors auquel ils ne peuvent plus accéder, c'est ça le souci. Oui, il y a du côté des jeunes effectivement un marché du travail qui est encore très scindé en deux, entre des CDI ultra rigides et des emplois précaires ultra flexibles. D'ailleurs, c'est pour ça que les jeunes ont subi la crise Covid, la crise économique du Covid de plein fouet, puisque ce sont les derniers arrivés qui sont les premiers à partir, c'est eux qui ont subi les pertes de revenus, les pertes d'emplois. Les retraités, je vous rappelle, n'ont pas subi la crise économique d'ailleurs, ils ne l'ont pas vu passer. Et du côté effectivement des plus âgés, vous avez un problème d'emploi des seniors. On a un des taux d'emploi des seniors les plus bas parmi les pays européens, parce qu'on n'a pas cette habitude-là de philosophie du vieillissement actif. Au contraire, à 50 ans, vous étiez foutu. Voilà. Il y a eu des campagnes relayées par beaucoup de médias, de grandes entreprises. À un moment donné, à 50 ans, grosso modo, vous étiez mis au retraite. Oui, alors que beaucoup de retraités ont envie de reprendre une activité, ont envie de travailler à côté. Certains sont auto-entrepreneurs. Et donc, je pense qu'il faut favoriser ça au maximum. Le vieillissement actif, c'est une vraie politique publique, je pense, d'aujourd'hui, que d'autres pays ont déjà mis en œuvre. Est-ce qu'on en prend la direction en France? Est-ce que, franchement, on a l'audace d'aller vers ça? Moi, je ne le vois pas, en tout cas, dans les propositions politiques qui sont faites. Et on l'a vu lors de cette campagne. On est dans des propositions traditionnelles, quoi. C'est traditionnel, c'est reculer un petit peu l'âge de départ à la retraite ou carrément revenir dessus, en oubliant de dire que cette fameuse justice sociale dont on parle, elle doit aussi concerner l'intergénérationnel, puisque c'est des générations d'après, les nouvelles générations qui payent tout ça. Donc non, je pense malheureusement qu'on ne prend pas cette direction parce qu'on ne parle pas de la démographie, qu'on ne parle pas de ce phénomène qui, comme vous le rappelez, est le troisième après la révolution numérique et le réchauffement climatique, le renversement démographique est le troisième grand bouleversement du siècle. Le grand vieillissement, est-ce qu'il y a le risque de grand effondrement? Alors c'est un risque, effectivement. Je pense que si on n'agit pas, si on est dans le déni ou si on pense que les choses vont s'améliorer d'elles-mêmes, on va avoir des gros problèmes sur la dépense publique, sur la dette publique, et puis aussi sur les jeunes, parce que le sujet il est là, c'est-à-dire qu'on leur demande beaucoup d'efforts. On leur a demandé d'ailleurs pendant la crise Covid de se sacrifier pour les aînés. Je pense que c'est la première fois en période de paix qu'on a demandé autant d'efforts à des jeunes pour protéger leurs aînés, et ils ressortent de cette crise avec les séquelles de la crise. C'est eux encore une fois qui ont subi la crise économique, c'est eux qui sont le plus frappés par la pauvreté. Je vous parle pas de la crise écologique et de la dette publique qui sont aussi des héritages qui vont devoir il y a une autre crise qui arrive avec le scandale en fait des EHPAD, et certains qui disent on devrait mettre que des établissements publics pour accueillir les personnes âgées. C'est un coût énorme aussi pour la collectivité, ça, bien sûr. Alors cette crise des EHPAD, elle est manifeste parce que on ne sait pas gérer ça, on ne sait pas gérer le grand âge. Et aujourd'hui, on a à peu près 3 millions de personnes en perte d'autonomie, ça va passer à 4 millions sur les 10 prochaines années. C'est la première fois qu'on est confronté à ça, et là aussi, rien n'a été budgété. Rien n'a été préparé, ils n'ont pas cotisé pour, personne n'a cotisé pour. Et on n'a pas le personnel. Il n'y a pas le personnel, il n'y a pas l'infrastructure, donc il va falloir aller très très vite là-dessus, parce que ce grand vieillissement, il arrive aussi sur la 3e, 4e vie, voire 5e vie. On va avoir 270 000 centenaires d'ici 2050, aujourd'hui on en a 20 000, donc ça va aller extrêmement vite. Le gouvernement a créé une 5e branche pour l'autonomie, mais elle n'est pas financée. Et moi je vous le donne en mille, ça va tomber sur les actifs qui vont devoir là aussi cotiser encore plus pour remédier à cette procrastination, et là je pense qu'il va falloir faire un gros effort, et encore une fois partager entre les générations ces efforts de financement, puisque personne n'est responsable de la démographie au final. Donc on peut pas laisser tomber sur une seule génération le soin de financer tout ça. Il va falloir mieux répartir les efforts. Merci beaucoup Maxime Sbailly. Le grand vieillissement, c'est aux éditions de l'Observatoire. C'est passionnant. La France face au défi d'une démographie inédite. La France qui a pris un coup de vieux, comme le continent européen, vous l'avez bien dit. Alors c'est un peu angoissant, c'est vrai, mais il faut voir les choses du bon côté. Il y a des solutions tout de même. C'est passionnant. Vous pouvez lire ce livre, Le grand vieillissement, qui vient de sortir. Et dans ces mauvaises nouvelles, on a une bonne nouvelle. Dans un instant, Valérie Expert et Gilles Gansman. Ça continue sur Sud Radio. Vos appels 0826 300 300. On est ravis de vous retrouver. Et nous, on vous retrouve demain matin. Et n'oubliez pas la fête de la radio. Absolument. Évidemment, la radio, écoutez-la où vous voulez, quand vous voulez, avec tous les moyens, en fait, aujourd'hui, les applications, les enceintes connectées, la FM. Non. Si vous êtes à la retraite, vous avez du temps pour écouter la radio aussi. Allez, merci de votre fidélité. Merci, à demain. Salut. Ciao, on